En ce début du mois de mars 1983, en y pensant bien, Mars est le dieu de la guerre. Nous avons un thème pour ce soir, évolution, révolution. Ça semblerait peut-être un peu un engagement politique de parler de révolution, surtout dans le climat actuel du Québec, mais c'est plutôt se poser la question si personnellement, individuellement, on ne doit pas penser à, pour évoluer, changer tellement ces données de base qu'il faut faire une forme de révolution en soi-même, et si aussi extérieurement sur le plan social, général, mondial, pour évoluer, il faudra aussi tellement changer de choses que ça va créer véritablement une forme de révolution. La juxtaposition du concept d'évolution et de révolution, c'est une juxtaposition intéressante. Il faut les bien situer, ces deux concepts, parce qu'ils ont une fonction très, très différente. D'ailleurs, ils ont une profondeur très, très différente, très opposée, dans un sens. Le concept de révolution, c'est un concept politique. Le concept d'évolution, c'est un concept philosophique. À l'intérieur du concept de révolution, naturellement, il y a une certaine philosophie. Mais quand on parle de révolution, on parle de transformation des éléments de base qui conviennent ou qui ne conviennent plus à une société. Quand on parle d'évolution, on parle de la transmutation de l'homme. On ne parle plus de la transformation des éléments de base qui conviennent ou qui ne conviennent pas à une société. On parle de la transformation du matériel humain, du matériel psychique de l'homme. Donc, l'évolution n'est pas dans les mains de l'homme, tandis que la révolution est dans les mains de l'homme. Alors, la grande différence de catégorie ou la différence caractérielle de ces deux concepts naît justement du fait que la révolution, elle est planétaire. L'évolution, elle est cosmique. La révolution, elle est planétaire parce que les dimensions psychologiques, matérielles, philosophiques de ce concept ou de son actualisation dans le monde relèvent du potentiel humain réfléchi par l'ego. Tandis que l'évolution relève non pas du potentiel humain réfléchi par l'ego, mais relève des forces dans l'homme qui traversent les plans subtils de sa conscience, le mental, l'émotionnel, le vital, le physique, et qui éventuellement transmutent l'homme, autrement dit, lui donne une nouvelle accession à un nouveau programme de pouvoir. Dans la révolution, le pouvoir n'existe pas. Quand je parle du pouvoir, je parle de l'accession de l'homme à l'esprit. Tandis que dans l'évolution, le pouvoir existe parce qu'éventuellement, dans l'évolution, l'homme doit contrôler la nature par le pouvoir vibratoire de son esprit, et il a aussi, à l'intérieur de ce cadre évolutionnaire, le pouvoir d'intégrer la matière et l'esprit. Donc, ce sont deux aspects qui sont différents. Mais la révolution doit exister avant l'évolution. Parce que la révolution fait partie de la réorganisation matérielle et planétaire de l'ordre social. Et la réorganisation matérielle et planétaire de l'ordre social doit arriver à un état maximal, c'est-à-dire que la société doit maximaliser ses atouts vis-à-vis tous les individus sur le plan matériel avant que ces individus puissent extérioriser leur esprit dans le cadre de l'évolution. Autrement dit, l'évolution ne peut pas commencer dans une société tant que cette société n'a pas, sur le plan matériel, organisé son matériel de base d'une façon telle qui permet à l'homme, mentalement, émotivement, vitalement et physiquement, de pouvoir absorber l'énergie de l'évolution et ne pas avoir à s'inquiéter des éléments qui sont fabriqués à la base de sa vie et qui constituent la nature planétaire de sa conscience et de sa vie. Autrement dit, pour que l'homme puisse évoluer, il ne faut plus qu'il ait de problèmes matériels. Si l'homme a des problèmes matériels, quand je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme nécessairement individuellement, mais je parle de l'homme en tant qu'être appartenant à une collectivité. Si l'homme doit évoluer, à un certain moment, il faut qu'il
ait l'esprit libre pour pouvoir subir le choc vibratoire et transformationnel de l'énergie cosmique qui entre en lui et qui aspire toutes les matières de vibration, de basse vibration, pour transmuter ses corps et éventuellement l'amener au stage du surhomme ou de la conscience totale. Donc, il est évident que l'évolution est beaucoup plus plausible, par exemple, dans un pays où il y a un certain équilibre politique, économique, que dans un pays où vous avez une scission entre les classes très riches et les classes très pauvres. Parce que l'homme pauvre a besoin, pour évoluer, d'avoir accès à de l'information. Il a besoin, pour évoluer, d'avoir accès à une sorte de généalogie très, très continue de la réserve de connaissances qui existe sur les paliers les plus élevés de la conscience humaine. Et s'il est retranché dans des conditions de grand appauvrissement, il est évident qu'au lieu d'évoluer, autrement dit, au lieu de venir en contact avec des données ou des connaissances qui font partie de la lumière, il viendra en contact avec des données ou des connaissances qui font partie de la magie noire, comme nous retrouvons dans les pays très pauvres où les masses appauvries s'adonnent à des études ou à des activités qui font partie de la magie noire et qui sont représentées dans la nomenclature ésotérique, comme le voodoo, par exemple. Donc, si nous prenons le concept de révolution avant et en explorer ses aspects pour en voir les aspects positifs et les aspects négatifs, nous réalisons que l'homme, quel que soit son idéalisme politique, quel que soit son idéalisme économique, sera obligé un jour de réaliser que la révolution ne peut pas être un panacée, ne peut pas être une arme qui puisse donner à l'humanité une conscience supérieure. Ce n'est pas la révolution qui puisse créer une conscience supérieure, ce n'est pas la révolution qui puisse créer un gouvernement supérieur, ce n'est pas la révolution qui puisse donner à l'homme une philosophie consciente et parfaite de la vie. La révolution, ce n'est que l'expérience karmique, astrale, animique de l'homme vis-à-vis son passé et en fonction d'un futur qui est collectif. C'est une condition expérientielle à l'intérieur de laquelle beaucoup d'hommes souffrent, beaucoup de femmes souffrent, beaucoup d'enfants souffrent. La mort, elle est présente à tous les jours. Et dans la révolution, il n'y a pas de paix. La paix qui vient après la Révolution, souvent, est une paix qui déjà est entachée d'une mémoire sanglante. Donc, l'esprit de la nation est affecté par le bruit, par l'abrutissement de la Révolution, à moins qu'il se soit passé 2, 3, 4, 5 siècles qui ont facilement éliminé cette mémoire. Par exemple, une révolution d'il y a 10 ans ou une révolution d'il y a 2, 3, 4 générations, une révolution d'il y a 300, 400 ans, comme la Révolution française, sont des révolutions qui, aujourd'hui, sont perçues différemment parce que l'histoire, le temps, pardon, efface l'histoire. Dans ce sens que le temps efface la mémoire de la souffrance, bien que l'histoire soit enregistrée dans les annales et dans les archives de l'humanité. Si nous parlons de la Révolution dans un temps comme aujourd'hui, où il y a énormément de communication dans le monde, et où il y a énormément de polarité dans les activités politiques, les activités économiques, où il y a énormément d'intérêts d'un part et d'autre, d'un camp ou d'un autre, je trouve que les gens qui sont révolutionnaires dans l'âme sont des gens qui ont une vertu, mais ce sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, devront réaliser éventuellement à l'intérieur de leur propre historicité individuelle que la révolution ne les a pas amenés là où ils ont voulu aller. Donc, la révolution, ce n'est pas une activité ou une philosophie qui permet à l'individu de vivre relax, de connaître la paix. La révolution, c'est expérientiel. Cet individu connaîtra la paix, ou l'homme peut connaître la paix de la révolution des siècles ou des générations après, lorsque les lames ou les vagues de cet océan qui déferle sur l'humanité auront cessé d'abrutir la conscience de l'individu. Je respecte beaucoup les révolutionnaires,
je conçois, je vois l'expérience de l'âme, je vois qu'ils ont certaines vertus, qu'ils ont certaines visions, qu'ils ont certaines sensibilités qui visent à corriger les erreurs historiques d'une nation ou d'un continent, mais je sais aussi que dans tout révolutionnaire, il y a un certain aveuglement qui est créé par l'incapacité de pouvoir comprendre avec l'intelligence supérieure les données animiques et astrales de leur expérience planétaire. Donc, les révolutionnaires sont des gens qui, en général, ne peuvent pas connaître la paix intérieure. Si nous allons vers l'évolution, nous nous apercevons que l'évolution est une force qui traverse toutes les nations. La révolution ne traverse qu'une nation à la fois. L'évolution traverse tous les peuples, mais seulement tous les peuples, sur le plan individuel, n'en sont pas sensibilisés en même temps. Aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, il y a une évolution dans le monde, et si nous allons dans différents pays, nous nous apercevons que dans différents pays, il y a des individus qui sont sensibilisés à certaines forces, certaines énergies, qui transmutent petit à petit leur mental, leur émotionnel. Donc, l'évolution est planétaire. Elle n'est pas régionale, elle n'est pas en fonction d'une nation. La révolution, elle est en fonction d'une nation, d'un peuple. Il y a des peuples qui osent espérer que la révolution s'étendra sur la face de la Terre. C'est le grand espoir de l'international. C'est le grand espoir du marxisme, c'est le grand espoir du marxisme socialiste, mais c'est un espoir. Et les révolutionnaires vivent toujours d'espoir. Les révolutionnaires ne savent pas que derrière le tableau de la vie planétaire, il y a des mains, il y a des activités, il y a de l'intelligence, il y a des forces inouïes, et ces forces sont cosmiques. Et la révolution fait partie de l'infrastructure de ces forces, et ne fait pas partie de la partie garante. Ce n'est pas la partie qui garantit à l'homme la venue d'une nouvelle évolution, la venue d'une nouvelle conscience, la venue d'une conscience expérimentale qui n'est plus assujettie au karma. Ce n'est pas la force révolutionnaire qui permet à l'homme de concevoir la possibilité éventuellement pour l'homme de trafiquer avec la matière par le biais de l'esprit. Ce n'est pas le révolutionnaire ou la philosophie révolutionnaire qui permet à l'homme de transiger absolument avec les forces cosmiques. Autrement dit, la révolution fait partie de l'ajustement psychologique de l'humanité aux contrariétés et aux réalités psychologiques de son temps, tandis que l'évolution est une force qui transmute toutes les matières animales, végétales, mentale, astrale, humaine, minérale, c'est la vie. L'évolution, c'est la vie. Mais les hommes ne sont pas tellement conscients de la force réelle de l'évolution parce que les hommes ne sont pas affectés consciemment par l'évolution. Ils sont affectés inconsciemment par l'évolution, souvent sur des plans qui sont inférieurs à leur intelligence supramentale. Donc, ils n'ont pas conscience directe, précise, au cours de leur propre expérience de cette réalité. Et si nous allons plus loin dans le cadre de l'évolution, il est évident que l'humanité est très loin de pouvoir aujourd'hui enregistrer sur le plan du mental une communication télépathique avec les forces qui dirigent l'évolution du cosmos. C'est un peu la différence essentielle et fondamentale qui existe entre les deux. Si on tombe maintenant dans le piège étymologique du mot révolution, c'est ré ou re-évolution. La révolution, la Terre tourne autour du Soleil, une révolution de 365 jours. Est-ce que finalement les révolutions ou le phénomène de révolution en soi n'est pas un phénomène de tourner en rond, mais aussi un phénomène cyclique, et on dit que tout est cyclique? Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce point-là parce que ce qui doit, si nous parlons de la révolution politique, ce qui doit créer dans le monde la transformation des matières de base de la vie planétaire de l'homme, que nous appelons révolutionnaire. Ce matériel, cet effort, cette activité, elle est toujours cyclique, mais son cyclisme possède une qualité différente avec les temps. Il est évident qu'il y a eu des révolutions pendant l'Empire romain, il y a eu des révolutions pendant la période grecque, il y a toujours eu des révolutions. Autrement dit, il y a toujours eu des hommes dans le monde qui ont mis en
en danger, entre parenthèses, en danger, ou qui ont osé rompre le statu quo social. Il y en a toujours eu. S'il n'y avait pas eu de ces hommes, de ces âmes très fortes, très courageuses, qui ont mis dans le monde, qui ont changé ou qui ont osé changer le statu quo, nous n'aurions pas connu l'évolution politique, l'évolution sociale que nous connaissons. Si nous allons, pour moi, quand je parle de révolution, que je regarde les hommes qui ont fait la révolution, je ne suis pas emprisonné dans la configuration politique de leur révolution. Alors, la révolution, du point de vue politique, pour moi, ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas politique dans ce sens. Je suis politique dans un autre sens. Je suis très apolitique vis-à-vis de la révolution, mais je suis très politique vis-à-vis de la vie. Alors, la révolution, telle que les hommes, ces grands hommes l'ont vécue, elle faisait partie de leur expérience. Mais l'homme découvrira, éventuellement, qu'il s'achemine lentement vers un état d'esprit, l'homme du Verseau, vers un état d'esprit qui éventuellement pourra lui permettre de comprendre parfaitement la différenciation psychologique qui existe entre différentes nations. Mais dans ce temps-là, il y aura des forces qui pourront donner à l'homme suffisamment de vues objectives pour neutraliser cette différenciation. Ce qui crée la révolution dans le monde aussi, ce qui permet à certains individus de vivre en tant que révolutionnaires, c'est parce qu'eux voient un aspect du spectrum de l'évolution. Ils ne voient qu'un aspect. Et voyant cet aspect, le ressentissant d'une façon profonde, ils vont de l'avant avec les outils qu'ils ont, souvent le courage, la fortitude, et ainsi de suite. Mais l'homme doit aller plus loin que la révolution. L'homme doit un jour comprendre que la révolution fait partie de l'expérience de l'âme. Et si l'homme n'est pas conscient de ceci, il sera lui-même prisonnier, victime de sa propre révolution. Beaucoup de révolutionnaires meurent à l'intérieur de la révolution. Et ceux qui ne réussissent pas à mourir réussissent à s'apercevoir éventuellement que la révolution ne leur a pas donné ce qu'ils avaient osé idéaliser. Pour que la révolution survive autant, il faut que l'homme la projette dans une forme d'idéalisme. Et l'idéalisme, ça n'existe pas. L'idéalisme, c'est l'effondrement psychologique de l'impossibilité du mental inférieur de l'homme. Lorsque l'homme sera dans une conscience supérieure, lorsque l'homme aura contact avec les forces qui font partie de sa conscience cosmique, il ne pourra plus être idéaliste. Il sera extrêmement pratique, mais sa practicalité ou son pragmatisme sera tellement perfectionné qu'il n'aura plus besoin d'idéaliser la forme. Il la comprendra d'une façon parfaite et il pourra se servir du temps pour la contrôler et en contrôler l'éclosion et l'évolution et le développement. Que ça prenne 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans. Nous avons, par exemple, au 20e siècle, l'expérience d'un homme que je respecte beaucoup sur le plan initiatique et aussi sur le plan humain, ce fameux Gurdjieff. Lorsque la révolution russe a éclaté, Gurdjieff est parti dans les montagnes de Russie avec ses amis. Il avait un certain nombre d'amis. Et il est parti avec eux et il a attendu que la révolution cesse. Et ensuite, il est revenu, il est passé en Europe, il a commencé à travailler. Gurdjieff était beaucoup trop intelligent pour se servir de son intelligence d'une façon réactionnaire. Parce qu'il avait une intelligence objective. Et donc, et pourtant, il était un très grand révolutionnaire. Les hommes qui créent une pensée nouvelle sont effectivement des révolutionnaires, mais ce sont des révolutionnaires qui travaillent avec le temps. Ce ne sont pas des révolutionnaires qui brisent les formes avant le temps ou qui cassent les cerveaux avant le temps. Ce sont des hommes qui travaillent avec les forces de vie. Ce ne sont pas des hommes qui travaillent avec la matière. Moi, peut-être que je suis un révolutionnaire, mais je ne suis pas un révolutionnaire qui brise la matière. Je ne suis pas un révolutionnaire qui veut faire effondrer les formes de la matière. Je ne suis pas un révolutionnaire qui a besoin de l'armée ou qui a besoin d'une arme pour transiger avec l'autre. Mais effectivement, l'énergie créative, elle est révolutionnaire, mais l'énergie créative, si elle est très bien canalisée,
crée une révolution qui est intelligente, qui est calme, mais qui est profonde et qui se sert du temps pour arriver éventuellement à ses objectifs, que ce soit 200 ans, 400 ans ou 500 ans. Tandis que le révolutionnaire, il est jeune en esprit, il est bouillant. Son sang est plein de désirs, et son sang veut éclater ses désirs dans le temps, et il veut mélanger le désir de son sang avec la personnalité, l'ego. Donc, le révolutionnaire, automatiquement, cherche à aller chercher dans le monde des individus qui peuvent le baquer pour faire sa révolution. Tandis que l'homme qui est évolutionnaire, mais dans un sens autre, probablement aussi un grand révolutionnaire, ne va pas chercher dans le monde des gens pour le supporter. Il est dans son propre support, il est dans sa propre énergie interne, il est centrique. Et la force de persuasion ou la force de correction qu'il peut amener à l'idée, à la pensée, au mot, à la vision de l'homme, fait partie de l'intelligence créative, mais totalement dénuée d'une forme ou autre d'égocentricité. Donc, automatiquement, son action révolutionnaire, qui fait partie de la grande octave évolutionnaire de l'humanité, se fait dans son temps, mais toujours en dehors du désir subjectif égocentrique de l'homme. Donc, l'initié est un grand révolutionnaire, mais un révolutionnaire d'un autre ordre. Et les hommes de demain, l'homme du Verseau, les hommes qui aujourd'hui commencent à transiger avec les forces de vie, les hommes aujourd'hui qui commencent à vivre le contact télépathique avec les forces de vie sur les autres plans, réalisent très bien qu'eux aussi, ils sont révolutionnaires, mais ils sont révolutionnaires intérieurement. Et c'est la révolution intérieure qui sera la plus puissante, parce que la révolution intérieure ne cherche pas à corriger l'extérieur par le bruit. Elle corrige l'extérieur par la très grande patience qui lui est appliquée à cause de la liaison qu'elle vit avec d'autres plans. Donc, les hommes les plus dangereux aujourd'hui de la Terre sont les révolutionnaires qui font partie de l'esprit et non les révolutionnaires politiques. Et quand je dis dangereux, je dis ceux qui ont éventuellement, au cours des siècles, le plus grand des effets. Et tous ceux qui évoluent ne sont-ils pas en essence des révolutionnaires? Oui, très juste. Tous les hommes qui évoluent sont des révolutionnaires, mais ils ne font pas partie de la révolution planétaire, ils font partie de la révolution cosmique. Et ce qui est drôle, c'est que l'armée de ces révolutionnaires-là ne sera pas une armée de feu et de fer. Ce sera une armée fondée sur le principe de l'intelligence et éventuellement fondée sur le principe magnétique de la volonté. Et éventuellement, ces hommes se retrouveront éventuellement dans un cadre d'action très, très occulte, naturellement, très éthérique, sur la planète, en fonction et en relation avec des données qui ne font pas partie de la conscience du révolutionnaire de la 5e race. Autrement dit, ces révolutionnaires, ces nouveaux révolutionnaires ou les révolutionnaires du Verseau, qui sont en fait les fils de la lumière, sont les hommes qui demain auront le pouvoir de transiger avec les forces révolutionnaires politiques de l'ancienne anarchie. Et ce sont ces hommes-là qui demain auront le pouvoir, à cause du dédoublement qu'ils auront, à cause du pouvoir de transiger avec des aspects de leur réalité qui ne font pas partie de la conscience révolutionnaire de la 5e race. Ce sont ces hommes qui demain feront partie intégralement du gouvernement invisible de la planète. Et ces révolutionnaires du Verseau, comme vous le dites vous-même, n'ont-ils pas à faire face à des ennemis jurés, comme le révolutionnaire du temps du Poisson, qui était sur la matière? Eux, ce serait sur le plan de l'esprit. Et qui sont ces ennemis jurés? C'est l'astral. Les révolutionnaires du Verseau, les révolutionnaires qui se serviront du pouvoir de l'esprit pour transmuter éventuellement l'esprit ou la matière, seront en combat avec l'astral, tandis que le révolutionnaire de la 5e race est en combat avec la matière, est en combat avec l'homme, mais toujours à l'insu de l'astral. La différence entre le révolutionnaire du Verseau et le révolutionnaire de l'Apocalypse, si vous voulez, c'est que le révolutionnaire de l'Apocalypse ou le révolutionnaire du 20e siècle est un homme qui est activé à l'insu. Il fait des mouvements dans la vie qui sont à l'insu de son intelligence réelle, mais qui font partie de son intelligence psychologique inférieure. Donc, ils sont manipulés par l'astral.
Alors qu'un homme soit révolutionnaire pour le capitaliste, ou qu'il soit révolutionnaire pour le communisme, ou qu'il soit révolutionnaire pour une doctrine fanatique religieuse, il est toujours manifestement lié inconsciemment à l'astral. Et si les révolutionnaires de la Terre aujourd'hui, si les révolutionnaires de la cinquième race humaine, de notre civilisation, étaient conscients qu'ils sont manipulés par des forces astrales, ils sortiraient complètement de la révolution. Ils sortiraient complètement de la révolution matérielle pour entrer dans la révolution intérieure. Et donc, ils feraient partie de la grande marche de l'évolution et automatiquement, ces hommes se retireraient du conflit armé pour entrer dans un conflit contre l'astral, dans un conflit de l'esprit de lumière contre l'esprit de basse vibration de l'astral. Et ces hommes automatiquement feraient partie de ce que nous appelons, ou de ce que nous pouvons appeler les nouveaux hommes, l'homme nouveau, l'homme du Verseau, le fils de la lumière, selon les termes qu'on a donnés à ces êtres. Au début de votre discours, Bernard, vous nous avez dit que pour évoluer, il faut de plus avoir de problèmes matériels. C'est-à-dire que, quand je dis ceci, je veux dire qu'éventuellement, à cause de la souffrance que vit l'homme en évolution, éventuellement, il faut comprendre qu'un homme qui est en évolution, éventuellement atteint un point où il ne souffre plus dans le mental. Alors, si un homme ne souffre plus dans le mental, qu'il est bien dans la tête, à ce moment-là, il peut souffrir de la matière. Et s'il souffre de la matière, il aura des tensions. Donc, pour l'homme qui est en évolution, il faut très rapidement qu'il puisse organiser sa vie matérielle pour, au moins, ne pas souffrir des conditions planétaires. Il a suffisamment à souffrir des conditions internes pour ne pas souffrir des conditions planétaires. Mais s'il souffre des conditions planétaires et à la fois souffre des conditions initiatiques qui le mènent sur la voie de l'évolution, cette souffrance peut être très, très onéreuse, très pesante pour lui. Alors, quelle serait l'amorce? L'amorce du révolutionnaire de la cinquième race est sans aucun doute l'injustice. Quelle serait l'amorce du révolutionnaire du Verseau? C'est le mensonge. Ce qui aigrit, ce qui rend violent, ce qui perturbe l'homme de la cinquième race, le révolutionnaire, c'est l'injustice. Et il a raison. Ce qui perturbe l'homme de la sixième, c'est le mensonge. Et il a raison. Mais c'est beaucoup plus facile de voir l'injustice sociale ou politique ou économique que de voir le mensonge. C'est pourquoi peu de révolutionnaires peuvent devenir évolutionnaires. Pour devenir évolutionnaire, pour être évolutionnaire, il faut être très, très conscient des lois de l'esprit, il faut être très conscient des lois de l'astral, il faut être très conscient du phénomène de croyance qui a été imposé à l'humanité en bloc. Il faut être très conscient de la présence dans le monde, catégorisé dans différentes nations, établie en institutions dans différents peuples, de certaines formes qui font partie de la conscience planétaire de ces nations et qui retranchent l'individu de son intelligence pure. C'est très difficile pour l'homme de la cinquième race de pouvoir même s'imaginer qu'il peut être absolu dans sa conscience. Parce que l'astral, le mensonge, ne permet pas à l'homme d'avoir conscience de son absolu, parce que ça fait justement partie des conditions qui contrôlent son évolution et qui peuvent le mener éventuellement à une confrontation entre l'impossibilité de concevoir l'absolu et la possibilité de demeurer à l'intérieur du statu quo. Pousser les frontières de la science, la prochaine étape de l'homme, ce sera de pousser les frontières de l'absolu. Et en poussant les frontières de l'absolu, il est évident que l'homme sera obligé de mettre la hache dans toutes sortes de mensonges, des mensonges extrêmement intelligents, des mensonges extrêmement calculés pour maintenir dans la vie de l'homme la dualité du vrai et du faux. Parce que c'est par la dualité du vrai et du faux que s'aiguise la conscience de l'homme. Mais c'est par la dualité du vrai et du faux que se termine son intelligence. L'homme qui est dans l'intelligence universelle, qui est dans l'énergie de l'intelligence, n'a pas besoin du vrai ou du faux. Parce que la créativité, c'est synthétique, c'est une synthèse. La synthèse peut voir le vrai et peut voir le faux. L'homme qui est dans une intelligence créative peut voir la fonction positive de la révolution
comme il peut voir la fonction positive de l'évolution. Il peut voir les deux. Il n'est pas prisonnier de l'un ou de l'autre. Il comprend le contexte historique, psychologique, mental, émotionnel d'une race. Il comprend le contexte synthétique d'une autre race, d'une super race, d'une race mentale, d'un nouvel homme. Alors, il n'est jamais égoïquement ou égocentriquement piégé par l'allure du vrai ou du faux parce qu'il comprend le mensonge. Et c'est ça la différence fondamentale entre la révolution et l'évolution. Dans la révolution, on se sert du mensonge pour éliminer certains mensonges afin de créer d'autres mensonges pour perpétuer le mensonge. Dans l'évolution, on détruit le mensonge absolument. De quelle façon celui qui est révolutionnaire de l'esprit, révolutionnaire du verso, comme on disait tantôt, peut-il sensibiliser les êtres éteints qui ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes du mensonge? Un peu, comme sur le plan physique, un révolutionnaire dans un pays où il y a une domination, il n'a pas toujours des amis partout dans la population qui est même opprimée. Il aura de la misère à prouver aux gens opprimés qu'ils sont opprimés, effectivement, qu'ils subissent une injustice. De quelle façon, donc, le révolutionnaire du verso ou de l'esprit réussira-t-il à réveiller les gens victimes du mensonge qui ne s'en rendent même pas compte d'être victimes d'un mensonge? Par sa parole. Par le verbe. Par le verbe. C'est l'outil le plus puissant qui existe. Un homme qui a la parole peut parler avec n'importe quel homme. Et comme sa parole n'est pas liée à son ego, comme elle n'est pas colorée par son ego, il ne crée pas, s'il veut, de mur entre lui et l'homme. Il peut dire à l'homme certaines choses qui sont difficiles à accepter, à comprendre, à saisir, et ainsi de suite. Mais il y aura dans la parole une vibration qui ira toucher l'esprit de l'autre homme. Parce que tous les hommes ont de l'esprit et tous les hommes ont de l'intelligence, mais tous les hommes n'ont pas la même capacité d'absorber le mot, n'ont pas la même capacité de sentir en eux ce qu'ils savent. Vous avez cet outil, la parole? C'est un outil qui fait partie de ma vie, qui fait partie de ma conscience et dont je me sers dans mon travail. Alors, voulez-vous, on va jouer un jeu. Moi, je vais faire le type qui n'est pas réveillé, qui n'est pas conscient de subir un mensonge sur le plan de l'esprit. Vous êtes le révolutionnaire du verso, vous avez la parole. Je vais faire la cruche qui comprend rien. Oui, mais la parole sait que vous n'êtes pas une cruche. La parole ne peut pas jouer de jeu. L'intelligence ne peut pas jouer de jeu. L'intelligence, elle est réelle, elle est là, elle est sensible, elle sent, elle est vibratoire et elle fonctionne en fonction de la vibration. Elle ne peut pas jouer de jeu. Les hommes de la 5e race jouent des jeux et ils se font prendre dans leur jeu. L'homme de la 6e ne peut pas jouer de jeu. Alors, essayons d'être encore plus intelligents que l'intelligence dont vous parlez pour dire que peut-être la parole dont Bernard parle est une parole qui ne crée autre chose qu'un autre mensonge pour entraîner les gens dans une autre forme de mensonge, créer une injustice par une autre injustice. Bon, ça c'est intéressant. Alors, je vais jouer le jeu de celui qui croit que Bernard entraîne les gens dans un mensonge de plus en plus profond et de plus en plus difficile à découvrir qu'il y a un mensonge. Bon, ça au moins c'est intéressant. Oui. Alors, révolutionnaire du verso, comment pouvez-vous me convaincre que nous sommes victimes d'un mensonge? Bon, premièrement, l'intelligence n'essaie jamais de convaincre l'homme. Une des grandes qualités de l'intelligence créative, c'est qu'elle n'essaie pas de convaincre l'homme parce que lorsque l'homme essaie de convaincre l'homme, c'est parce que son intelligence, elle est égocentrique. Donc, son intelligence essaie d'aller chercher chez l'homme un support pour se concrétiser, pour se sécuriser elle-même. L'intelligence créative qui passe dans l'homme, qui passe dans tous les hommes ou qui peut passer dans tous les hommes, n'a pas besoin de s'auto-réfléchir, elle n'a pas besoin d'aller dans le monde et chercher de l'appui, elle n'a pas besoin de convaincre l'homme. Si elle travaille dans le monde, éventuellement elle éveille l'homme et éventuellement lorsque l'homme est éveillé, il est lui-même dans sa propre intelligence. Convaincre, le phénomène de la conviction est un phénomène qui est très dangereux. Parce que lorsque l'on veut convaincre ou lorsque l'on est convaincu, on est tous les deux piégés par l'astral.
Un homme qui veut convaincre un homme est un homme qui veut aller chercher dans l'autre un support pour se donner lui-même une sécurité. L'homme qui vit de la conviction d'un autre, qui est convaincu d'un autre, automatiquement aussi est piégé par sa propre insécurité. L'homme n'a pas besoin d'être convaincu par un autre homme. L'homme doit être dans son intelligence. S'il est dans son intelligence, il verra ce qu'un autre homme dit. Alors, ce que l'homme a besoin, ce n'est pas d'être convaincu ou de convaincre, c'est de voir. Si l'homme voit, il comprend. Et s'il comprend, il peut très facilement parler et expliquer ce qu'il voit. Et s'il explique facilement et bien ce qu'il voit, automatiquement, l'autre qui le reçoit d'une façon non convaincante, le recevra d'une façon intelligente. Donc, son intelligence vibrera à l'intelligence de l'autre. Donc, l'intelligence qui fait partie des lois de la vie pourra se greffer chez l'homme. Et éventuellement, elle pourra s'éveiller et éventuellement, l'homme verra ce que l'homme doit voir universellement et qui fait partie de tous les hommes. Donc, la chose la plus dangereuse pour l'homme, c'est de convaincre l'homme, et la chose la plus dangereuse pour l'individu, c'est d'être convaincu. Vous nous avez déjà dit que nous étions au tournant d'une époque où de grands jeux se joueraient et le destin ou l'avenir du monde se jouerait entre ceux qui voudront totalement posséder l'homme. Et j'ai comme l'impression que c'est comme au moment où le bateau coule. Et ce n'est pas le temps d'essayer mièvreusement, doucement, de faire comprendre à quelqu'un que s'il attend trop, il va se noyer en même temps que le bateau va couler. Mais il va falloir le convaincre. Il n'y a pas des occasions où on doit fouetter un peu pour convaincre? L'intelligence créative qui est dans le monde aujourd'hui, qui se répand de plus en plus dans différentes nations, va éventuellement créer un raz-de-marée petit à petit, parce que l'homme ne peut pas empêcher l'évolution, donc l'homme ne peut pas empêcher l'intelligence créative. Et les hommes qui ont une sensibilité quelconque à cette énergie vibreront à cette énergie. Donc, que le bateau soit en bonne voie ou qu'il coule, ça fait partie de l'expérience de l'homme. J'ai toujours dit que le hasard n'existe pas. J'ai toujours dit que l'homme, s'il a suffisance d'esprit, peut évoluer. Tout est en fonction de l'évolution de son esprit. Tout est en fonction de sa sensibilité intérieure. Ce sont les formes. C'est la mémoire de l'homme qui le bloque de son intelligence. Ce n'est pas un problème d'intelligence. L'homme n'a aucun problème d'intelligence dans le monde. Vous ne seriez pas comme le bon pasteur qui va convaincre la brebis égarée de revenir et qui va même prendre la peine d'aller la chercher dans le bois pour la ramener à la bergerie. Vous ne feriez pas comme ce bon pasteur-là, vous lui diriez, il n'y a pas de hasard, elle est restée dans le bois, tant pis pour elle. Non, parce que le symbole que vous me donnez fait partie d'une expérience quelconque. C'est une expérience qui fait partie de l'intelligence créative qui essaie de montrer à l'homme que tous les hommes ont de la valeur. La parabole du bon pasteur, c'est pour montrer que tous les hommes ont la valeur, même ceux qui semblent ne pas avoir de valeur ont de la valeur. Ça fait partie d'une expérience. Il ne faut pas universaliser une expérience en fonction de tous les hommes ou de certains autres hommes. Moi, dans ma vie personnelle, si je savais vibratoirement qu'il y a un homme qui a une grande sensibilité, même s'il est meurtrier, d'ailleurs je le fais parce que je rencontre dans ma vie toutes sortes d'hommes, je suis sûr que je rencontre beaucoup de ces moutons noirs, mais je sais qu'à l'intérieur du mouton noir, il y a une flamme, donc je les rencontre et éventuellement ils deviennent blancs. Mais ça, c'est normal, ça fait partie de l'intelligence créative. Ce n'est pas une vertu de l'homme, ça fait partie de l'intelligence créative, et l'intelligence créative travaille comme ceci, elle travaille ceux qui peuvent la vivre, qui peuvent la sentir. Il n'y a rien de particulier là-dedans. Alors, si vous êtes le révolutionnaire du Verseau... Je n'ai pas dit que j'étais le révolutionnaire du Verseau. Vous avez le verbe, vous êtes en évolution. Je n'ai pas dit que je suis le révolutionnaire du Verseau, c'est les mots. Si vous dites à la télévision que je suis le révolutionnaire du Verseau, c'est fini, je suis lancé, hein? Et je ne suis pas le révolutionnaire. J'ai dit que l'homme qui est en évolution est effectivement un révolutionnaire. Il est le révolutionnaire du Verseau. Vous êtes le révolutionnaire du Verseau. Il y a dans la salle des révolutionnaires du Verseau. Il y a dans le monde des révolutionnaires du Verseau. Et moi, naturellement, je fais partie des révolutionnaires du Verseau. Alors, il y a une marge. Parfaitement d'accord avec cette définition que tous ceux qui sont en évolution sont révolutionnaires et sur le plan de l'esprit, ce sont ceux qui travaillent sur le plan du Verseau. Voilà. On généralise, d'accord. Il faut que je vous surveille toujours, moi.
parce que les gens ont tendance il y a beaucoup de gens qui ont tendance à me lancer dans la politique. C'est délicat. Une politique de l'esprit, peut-être? Ah, mais il faut l'expliquer. Si on parle de la politique de l'esprit, les politiciens, ceux qui font de la politique naturelle ne s'inquiéteront pas. Mais si on parle de la politique, là, c'est une autre paire de manches. La politique de l'esprit, la politique cosmique, ça n'intéresse pas les hommes politiques, excepté quelques-uns. Vous nous avez déjà dit que la religion, c'est la politique. La religion, c'est la politique de l'esprit. La religion, si nous allons sur les plans et que nous regardons l'organisation de la religion sur une planète, nous voyons qu'effectivement, la religion est une forme de politique très, très subtile, qui est très importante, qui est donnée à l'homme pour des raisons extrêmement intelligentes, mais toute politique doit évoluer, donc la religion aussi. Pourrait-on dire que Bernard fait partie des grands prêtres ou des prêtres de la religion, puisqu'il fait de la politique de l'esprit? Moi, je ne fais pas de la politique de l'esprit, j'essaie de dépoliser l'esprit. J'essaie de dépolitiser l'esprit. J'essaie de montrer à l'homme que certaines formes font partie de la politique de l'esprit. Je ne suis pas intéressé à d'autres mandats que ceci. J'essaie de montrer comment fonctionne la religion, de montrer la religion dans son cadre exact, dans son cadre involutionnaire, dans son cadre évolutionnaire. Quelle est la fonction de la religion? Pourquoi elle a été donnée à l'homme, la religion? Pourquoi elle était nécessaire, la religion? Pourquoi tout est nécessaire? Pourquoi tout dans le passé était nécessaire et bon? Pourquoi tout demain sera changé? C'est ça que j'essaie de faire. La religion, pour moi, c'est une très, très belle et très grande forme qui fait partie de la grande accentuation sur les plans de l'esprit, de la vertu de la lumière. Mais l'homme, un jour, lorsqu'il entrera dans le cycle de l'intelligence qui fait partie du cycle du Verseau, ne sera plus prisonnier des lois psychologiques de l'humanité parce qu'il aura contact télépathique avec les plans qui eux-mêmes ont été responsables pour l'actualisation sur la Terre d'une forme politique que nous appelons la religion. Une fois que nous connaissons les mécanismes occultes ou voilés de l'activité spirituelle, à ce moment-là, nous ne sommes plus prisonniers de la forme, nous sommes derrière le rideau, nous voyons comment. Mais c'est lorsque nous expliquons ceci à une masse qui n'est pas informée ou une masse qui n'est pas dans la science de cette activité que nous pouvons créer des chocs si nous ne parlons pas avec précision, si nous n'utilisons pas des mots d'une façon juste, parce que c'est très facile à l'homme d'interpréter ce que nous disons. Il ne s'agit pas pour l'homme de renier son passé. Il s'agit pour l'homme de le bien comprendre. Il ne s'agit pas pour l'étudiant aujourd'hui qui est à l'université de renier ses petites études. Il s'agit pour lui de les bien comprendre, et ainsi de suite. C'est la même chose au niveau de la religion, mais c'est beaucoup plus délicat, parce que dans la religion, il y a l'émotion de l'homme. Si l'homme pouvait voir ce que fait en lui, ce que crée en lui, en tant qu'individu ou en tant que nation, la religion, il verra que la religion crée la sécurité de l'émotion. Alors, la sécurité de l'émotion, qu'est-ce que c'est? C'est un nœud, c'est une condition d'énergie qui bloque l'intelligence de l'absolu, mais qui permet planétairement à l'homme de subir sa vie planétaire jusqu'au moment où il puisse franchir les limites qui ont été imposées par cette forme. Mais avant que l'humanité en général soit capable de passer d'un plan à un autre, avant que l'homme puisse pousser les frontières de l'absolu sur le plan total de la planète, ça va prendre des siècles. D'ailleurs, ça viendra avec la 7e race. Mais la 6e race, les révolutionnaires du Verseau, comme vous aimerez dans le futur les appeler, je suis sûr, sont les hommes qui pousseront les limites de l'absolu et qui entreront en conversion télépathique avec les intelligences qui sont sur d'autres plans. Et donc, ces hommes ne seront plus prisonniers du vrai et du faux, donc ils auront maîtrisé la loi du mensonge cosmique, donc ils ne seront plus affectés par l'astral, donc ce que nous appelons le mal ou l'activité des forces archaïques dans notre civilisation sera totalement impuissant contre eux. Vous revenez sur cette loi du mensonge. Pouvez-vous nous la définir très précisément? La loi du mensonge cosmique. Bon,
Je vais prendre un exemple. Je n'aime pas définir les choses parce que définir une chose, c'est parler d'une chose d'une façon qui permet d'en parler une autre fois d'une autre façon. Mais je vais en parler sur le plan de l'expérience cosmique de certaines intelligences. Il y a dans le cosmos, pour le moment en tout cas, il y a trois forces majeures. Il y a ce que nous appelons les esprits de la lumière, il y a les esprits de la forme et il y a les forces archaïques, pour ne parler que de quelques-unes. Et au début, très loin dans le passé, les esprits de la forme ont créé l'homme, ils ont créé la forme de l'homme. Cette forme, elle est éventuellement densifiée, ainsi de suite, au cours des grandes périodes, et elle est descendue dans la matière. Ces esprits de la forme étaient en dehors complètement de la réflexion. Donc, ils ne pouvaient pas prendre la responsabilité de leur créativité, de leur création. Et il y eut d'autres esprits qui se déplaçaient incessamment dans le cosmos, ce que nous appelons les esprits de la lumière. Ces esprits durent éventuellement se stabiliser dans une forme, parce que là, l'esprit ne peut pas constamment voyager dans le temps, il faut qu'il se situe quelque part. Les esprits de la forme étant en dehors du temps, les esprits de la lumière étant dans le temps, durent descendre dans la matière que nous appelons aujourd'hui l'homme. Mais les esprits qui sont descendus dans la matière pour former l'homme, pour créer l'homme, pour donner naissance à ce que nous appelons l'homme, ne connaissaient pas les lois des sous-plans de la matière parce que ces lois, ces sous-plans étaient contrôlés par les forces archaïques qui étaient beaucoup plus anciennes que les esprits de la forme. Donc, si les esprits de la forme, de la lumière, étaient descendus dans la forme de l'homme, dans la matière de l'homme, et avaient été expliqués les conditions éventuelles de l'évolution de l'humanité, ils ne seraient jamais descendus dans l'homme. Autrement dit, les esprits de la lumière, en descendant dans la forme, ont été éventuellement prisonniers de la matière, parce que la matière et ses lois, les lois de ses supplants, sont très grandes, et ces esprits ont été prisonniers et ils ne pouvaient sortir de l'homme qu'après la mort. Si les esprits de la forme avaient expliqué aux esprits de la lumière cette situation, les esprits de la lumière ne seraient jamais descendus. Donc, l'homme n'aurait jamais été. Et c'est une des grandes causes, une des grandes raisons pourquoi aujourd'hui, non pas l'homme révolutionnaire, mais l'homme évolutionnaire est très très conscient des lois du mensonge cosmique. Et lorsqu'un homme est conscient des lois du mensonge cosmique, il s'aperçoit d'une chose, c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est l'esprit dans la forme matérielle. Nous, à cause de nos sens astraux, nous avons l'impression que l'homme, c'est cette partie ici qui bouge et qui parle. Ce n'est pas ça. L'homme, c'est la totalité, c'est la continuité, c'est l'intégration totale de la matière avec la lumière, l'esprit. Ça, c'est l'homme. Donc, l'homme est esprit. Donc, l'homme a été assassiné, c'est-à-dire que l'humanité a été assassinée, c'est-à-dire que l'humanité a été assujettie à un mensonge cosmique, calculément, d'une façon calculée, imposée à l'esprit de la lumière, qui est l'homme lorsqu'elle pénètre la matière. Donc, l'homme a été assassiné et son assassinat a duré des millénaires. Et si cette condition n'avait pas été établie, l'homme n'aurait pas été. Donc, il fallut que l'esprit de la lumière soit menti, ou retenu de la vérité, ou retenu de la connaissance, pour que l'homme aujourd'hui fût. L'homme aujourd'hui, à cause de cette condition, subit la décision des esprits de la forme de ne pas instruire les esprits de la lumière du fait que les esprits, des forces archaïques contrôlaient les supplants de la matière. Donc l'homme, lui, étant inconscient des esprits de lumière qui l'habitent, autrement dit, l'homme étant inconscient de la partie cosmique en lui, souffre la condition de l'involution aveuglément. Et lorsqu'il la souffre d'une façon politique, il devient révolutionnaire. Si l'homme était évolutionnaire, si l'homme était conscient, si l'homme était en communication télépathique entre son cerveau et l'esprit de lumière qui l'habite, qui est dans le fond son intelligence, si l'homme était conscient de son esprit, il comprendrait le jeu qui avait été imposé à son esprit par d'autres esprits plus élevés, plus perfectionnés, de la condition
de l'involution. Donc, l'homme aujourd'hui évolutionnaire ne souffrirait plus de l'involution, ne souffrirait plus des formes, ne souffrirait plus de la mémoire de l'humanité, ne souffrirait plus de sa mémoire. Autrement dit, l'homme ne vivrait plus psychologiquement, il vivrait vibratoirement, c'est-à-dire qu'il ne vivrait qu'en fonction de l'énergie échangée entre le plan de l'esprit, qui est le plan mental supérieur où il se situe, et son corps matériel ou les plans inférieurs de lui-même. Donc, l'homme vivrait un état de fusion, d'unité avec lui-même, et à ce moment-là, l'homme serait en évolution, c'est-à-dire que l'homme retournerait à la lumière, en fusion avec l'énergie de la lumière, parce qu'il serait libéré dans son esprit des lois du mensonge cosmique qui, auparavant, avaient forcé son esprit à demeurer prisonnier de la matière jusqu'à la mort. À partir de ce temps-là, l'homme commence, à cause de la transmutation du mental, de l'émotionnel, du vital et du physique, il commence à vivre un rapport d'énergie entre l'esprit et la matière. Donc, ce rapport d'énergie, s'il est vécu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, il est évident qu'éventuellement, la fusion est tellement grande que l'immortalité devient la nouvelle condition planétaire de l'homme de demain. À ce moment-là, l'homme n'est plus assujetti aux lois du mensonge cosmique. C'est-à-dire qu'il ne vit plus de la mémoire humaine, il ne vit plus de la mémoire de l'humanité, il ne vit plus de ce qui se pense, il n'a plus besoin de penser, il communique. Et n'ayant plus besoin de penser, il n'a plus le fardeau de penser que ce qu'il pense peut être vrai ou faux. Étant totalement libre du vrai ou du faux dans la pensée, il est capable d'extérioriser pour la première fois depuis l'involution l'esprit, de faire descendre l'esprit dans la matière par la parole ou par le geste ou par l'action. Et à ce moment-là, il crée une super race qui sera la 6e. Mais la condition fait partie des lois de l'esprit. Ça ne fait jamais partie des lois ou des conditions planétaires de l'homme. La révolution fait partie des lois planétaires de l'homme. L'homme qui est révolutionnaire est assujetti aux lois astrales. Il est assujetti aux lois de l'âme. L'homme qui est évolutionnaire n'est pas assujetti aux lois astrales. Il détruit la mémoire de l'âme. Il est obligé de détruire la mémoire de l'âme pour rompre avec l'astral, afin de diminuer le plus possible, vibratoirement, dans son mental, son émotionnel, son vital et son physique, la contamination planétaire de l'énergie de l'âme qui a servi dans le passé à maintenir les esprits de la lumière dans la forme, sous le contrôle des forces archaïques qui sont ceux qui régissent l'âme dans les plans astraux de la mort. C'est ça que l'homme devra un jour comprendre. Et lorsqu'il comprendra ceci, tout sera très, très facile parce qu'à ce moment-là, il n'aura plus besoin de comprendre pour savoir et il n'aura plus besoin de savoir pour comprendre parce que son savoir, sa science, sera le produit d'une fusion et non le produit d'une intellectualisation, le produit d'une mémorisation, le produit d'un rappel égocentrique. Ce sera la connexion ultime entre l'infini et le planétaire, le cosmique et le planétaire, et la fusion qui en résultera créera une synthèse qui donnera ensuite à l'homme une conscience interplanétaire, c'est-à-dire une conscience qui lui permettra de se servir de son cerveau éthérique au lieu de se servir de son cerveau physique. Se servant de son cerveau éthérique, il pourra facilement communiquer par télépathie, traduire en ondes et en code la signification de l'intelligence de l'esprit pour le rapport qu'il doit avoir avec d'autres intelligences qui sont dans la galaxie que vous appelez des êtres extraterrestres. Donc, à ce moment-là, l'homme sera interplanétaire. L'homme pourra créer des systèmes, des vaisseaux, des sources d'énergie qui résulteront du contact entre l'énergie de son esprit et son cerveau éthérique. L'homme comprendra alors qu'est-ce que c'est que l'esprit. L'homme comprendra que l'esprit, c'est une énergie intelligente, pure et simple. Donc, ayant compris que l'esprit, c'est de l'énergie intelligente, pure et simple, il aura déanthropomorphisé l'esprit. Donc, il aura tué Dieu dans le concept humain de l'infinité. Donc, il aura remplacé Dieu par une intelligence qui est absolue au lieu de créer un Dieu absolu en se servant d'un concept qui fait partie de l'astralisation de son intelligence, autrement dit, qui fait partie encore du pouvoir de l'âme sur l'ego, autrement dit, qui fait partie encore du pouvoir des forces archaïques sur son esprit. Donc, l'esprit, un jour, détruira le concept de Dieu. Et ayant détruit le concept de Dieu, l'esprit remplacera le concept de Dieu par l'énergie infinie de sa présence dans l'homme. Et à ce moment-là, l'homme deviendra moron-ciel. Et à ce moment-là, l'homme commencera à être créateur. Et à ce moment-là, l'homme commencera à comprendre pourquoi il devait dans le passé avoir un Dieu et pourquoi dans l'avenir, il dut le tuer afin de le remplacer par l'énergie.
Et cette énergie est semblable pour tous les hommes. Cette énergie, elle existe dans le cosmos à l'infini. Cette énergie, elle est dans tous les hommes. Elle anime le mental. Elle donne une vitalité au corps astral. Elle ressuscite constamment le cellulaire, c'est-à-dire le vital. Et elle emprunte constamment dans l'expérience matérielle du corps la progression infinitésimale de la descente du mental et de l'astral et du vital dans cette partie inférieure de la condensation de cette énergie. Donc, aussitôt que l'homme est dans la matière, et quand je dis l'homme, je ne parle pas de l'homme ici, je parle de l'esprit. Quand l'esprit est dans la matière, l'esprit est présent dans tous les fibres de la matière. Il est présent dans tous les aspects du mental, dans tous les aspects de l'astral, dans tous les aspects du vital, et il est présent dans tous les fibres cellulaires du corps physique. Donc, lorsqu'il est suffisamment présent, il n'y a plus de place dans la matière autre que pour l'esprit. Donc, le feu électrique de l'esprit devient actif, et à ce moment-là, l'homme, ce que nous appelons l'homme, c'est-à-dire l'homme de demain, c'est-à-dire l'homme fusionné, c'est-à-dire le surhomme, c'est-à-dire l'homme qui n'est plus assujetti aux lois de la gravité, c'est-à-dire l'homme qui n'est plus assujetti aux lois planétaires, c'est-à-dire l'homme qui n'est plus assujetti aux lois du mensonge, l'homme qui n'est plus assujetti à la dualité, l'homme qui n'a plus besoin de penser, l'homme qui est créatif. L'homme qui est créatif devient à ce moment-là le nouvel aspect de la conscientisation de la conscience atomique dans le monde de la matière planétaire, cosmique, interplanétaire. Ça fait partie de l'évolution. Et le fait qu'à notre époque, nous soyons de plus en plus contactés par des extraterrestres qui sont, eux, sur le plan créatif, serait le symptôme que nous sommes une humanité toute prête d'atteindre à ce niveau-là. Le phénomène extraterrestre est un phénomène de conjonction. C'est un phénomène dangereux. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas conscient que lui-même est extraterrestre, que lui-même a la capacité d'être interplanétaire. Si l'homme avait la conscience, la réalisation, la résolution dans ses fibres intérieures de concevoir qu'il a accès à l'énergie, donc qu'il a accès à la capacité de repousser l'absolu selon sa capacité vibratoire, parce que l'homme repousse l'absolu selon sa capacité vibratoire, autrement dit selon son intelligence créative, donc l'homme réaliserait qu'il est lui-même interplanétaire. Et lorsque l'homme réalisera qu'il est interplanétaire, à ce moment-là, il y aura des hommes dans le monde venant d'autres galaxies, il y aura des hommes sur la Terre qui sont de cette planète, qui échangeront en eux et qui pousseront encore plus loin le domaine de la science. Merci Bernard pour cette première partie.